Salut à toutes et à tous, nous sommes mercredi midi, 1 heure que vous aimez bien pour faire des lives sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte bien, très bientôt, 40 000 abonnés. D'ailleurs, nous ferons le FAQ de 40 000 abonnés, donc continuez à vous abonner, à partager, hein, qu'on fasse très vite la FAQ tous ensemble, pardon, qu'on discute entre abonnés et ceux qui, dont moi, animons la chaîne. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir une amie très chère, Christine Coton, biostatisticienne. Alors, on va parler de son métier, on va parler de l'harcèlement des trolls qu'elle subit, on va parler aussi des injections, on va parler de tout ce qu'on n'a pas le droit de parler dans les médias mainstream. Alors évidemment, cette vidéo est très sensible, donc nous la mettons en live actuellement sur YouTube, mais à la fin de celle-ci, nous serons obligés d'extraire ce live et de le mettre sur une autre plateforme parce que sinon ce sera censure. C'est trop sensible et malheureusement c'est trop sensible pour les oreilles chastes de nos amis de YouTube. Salut chère Christine, comment tu vas? Bonjour Mike, merci pour l'invitation. Je vois que tu as un joli fond vert là. Ouais, c'est joli, je m'amuse avec les Voilà, fonds. donc tu es à moitié invisible. C'est très joli. On ne voit plus ton épaule gauche, je sais pas ce qui se passe. Oui, bah écoute, Parce que tu as mis un pull vert, j'ai l'impression, non? non, c'est du noir sur le noir, en fait, ça fait Ah, disparaître. d'accord. Alors déjà, chère Christine, explique-nous un peu ton métier de biostatisticien parce que les gens, ils savent pas trop comment ça se passe au niveau du médicament, comment on passe de A à Z au niveau du médicament. Et donc, biostatisticienne, c'est un maillon de de la pharmacie, de la pharmacologie, hein, et un maillon même essentiel. Donc, explique-nous, voilà, quel est ton métier de Alors, biostatisticienne? pour expliquer ce qu'est le métier de biostatisticien pour l'industrie pharmaceutique, il faut expliquer brièvement le fonctionnement d'un essai clinique. Donc, quand on fait un essai clinique, on écrit un document qu'on appelle un protocole dans lequel on va décrire les objectifs, quelle est notre population d'analyse, d'études, quelle est la pathologie qu'on étudie, quel est le traitement qu'on étudie, combien de fois on va voir les patients, tous les combien, c'est-à-dire est-ce qu'on les suit tous les mois, etc. On va proposer ça à des médecins qui sont dans des CHU, dans des structures hospitalières diverses, quelquefois qui sont des docteurs, et on va leur dire, voilà, on fait une étude sur tel médicament et telle pathologie. Donc, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça? On cherche à tester que le produit qu'on veut mettre sur le marché, enfin qu'on teste, est meilleur, on va dire le plus souvent, que le placebo, ou au moins aussi bon qu'un produit existant déjà. Donc, ces structures hospitalières vont recruter des patients. Donc, celui qui recrute, c'est ce qu'on appelle le centre investigateur. Là-dedans, on va avoir des tas de gens qui travaillent pour suivre les patients, les recruter, remplir un cahier qu'on a écrit donc à l'avance avec tous les paramètres qu'on va mesurer. Et évidemment, recueillir les effets indésirables, etc. À chaque fois qu'on a des effets indésirables du produit, ce centre, il va signaler ça à ce qu'on appelle la pharmacovigilance. Donc, ceux qui s'occupent d'examiner les effets indésirables qu'on observe et de savoir s'ils sont imputables ou pas, et d'éventuellement, si c'était très grave, d'arrêter l'essai clinique en cours. Donc, ces patients, pour pouvoir recueillir ces données, on a ce qu'on appelle des data managers qui mettent en place des systèmes informatiques dans lesquels ces centres vont saisir leurs données. On va pas, les études, avant on faisait ce qu'on appelle des études papier, c'est-à-dire que les gens ils cochaient sur le papier et remplissaient, et ensuite on faisait la saisie. Aujourd'hui, c'est essentiellement des systèmes informatiques ultra sécurisés avec des mots de passe personnels, etc. Tout ça est extrêmement réglementé. Donc, une fois qu'on a cette base de données qui a été saisie par tous ces gens, en gros, il y a d'autres intervenants, mais on a donc plusieurs fichiers qui vont être notre base de données et qu'on va extraire de ce système pour les statisticiens. Donc, le biostatisticien, c'est celui qui intervient au début dans l'écriture du protocole. Il va écrire la méthodologie, c'est-à-dire comment on analyse, quels tests statistiques on va faire pour démontrer que ce nouveau produit est efficace.
et évidemment, comment on va analyser la tolérance, etc. Donc, une fois qu'il a cette base de données, il va taper des tas de milliers de lignes de programme sous des logiciels qui sont agréés. Hein. On ne fait pas ça sous Excel, ça ne marche pas comme ça, l'industrie pharmaceutique. Et on va rendre donc des tableaux qui vont être les tableaux de résultats. Ces tableaux, on va les mettre dans un rapport et c'est un médecin qu'on appelle le medical writer, c'est-à-dire le rédacteur médical, qui va rédiger le rapport clinique qui va être soumis aux autorités pour approbation ou non, selon les résultats. Ça, c'est le métier du biostat de l'industrie pharma. Donc moi, ça a été mon métier pendant 23 ans et pendant 22 ans, j'avais monté une société qu'on appelle une CRO, c'est-à-dire Clinical Research Organization. C'est le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique spécialisé dans les études et notamment dans les essais cliniques. Voilà. C'est-à-dire que pendant 22 ans, pendant 23 tu ans, as moi, travaillé avec tous les laboratoires qui existent. Alors, j'ai travaillé avec de nombreux laboratoires, avec des CHU, avec des biotech, puisque quand on est sous-traitant, évidemment, c'est comme quand on est plombier, on a plusieurs clients. Donc, on fait des devis, on fait de la prospection, on nous signe les devis, on a les projets. Et donc, moi, j'ai travaillé beaucoup pour Aventis à une époque, avant qu'il soit racheté par Sanofi, pour Ipsen, pour Janssen Silal, pour Medtronic, pour Roche, beaucoup, pour Qui sont Pierre des Fabre. leaders mondiaux. Tout ça, tu cites des leaders mondiaux. Oui, bon, après, pour Pierre Fabre, quand même, qui est un gros laboratoire français, pour Servier, j'ai eu bossé, enfin, voilà, pour énormément de structures. Donc, mon travail après, en tant que dirigeant d'entreprise, évidemment, c'était de trouver les devis, hein, de trouver les études pour faire tourner ma société. Et donc, cette boîte, elle a tourné 22 ans. Et je l'ai vendue. Voilà, je ne l'ai pas fermée, je l'ai vendue parce que moi, je commençais à en avoir un petit peu assez. Donc, mon métier, quand on est patron de PME, les patrons de PME le savent bien, on fait tout, on sait tout faire. Donc, moi, je savais faire autant du data management, c'est-à-dire faire ces espèces de sites Internet pour recueillir les données. J'écrivais la méthodologie des protocoles. J'en ai écrit moi-même avec des cliniciens, des études qu'on avait en charge du début jusqu'à la fin. J'ai fait, et en même temps, j'ai été assureur qualité de ma société. Alors, l'assurance qualité, c'est donc, on a des procédures, des process de travail, et c'est donc vérifier qu'on travaille selon ces process. Et dans l'industrie pharmaceutique, il y a énormément de recommandations, ce qu'on appelle les guidelines, qui sont regroupées sous un nom qui s'appelle les bonnes pratiques cliniques. Donc là-dedans, on a des dizaines et des dizaines de documents qui nous expliquent les statistiques, voilà comment on les fait. Quand la pharmacovigilance, voilà comment on la traite. C'est-à-dire, il faut écrire un plan de dire qu'est-ce qu'on va suivre comme effet indésirable, etc. Ceux qui sont attendus, ceux qui ne sont pas attendus. Donc tout ça, c'est extrêmement réglementé. C'est-à-dire que ton métier de biostatisticienne, un, est-il indispensable? Et deux, est-ce qu'il peut être fait par le médecin, je sais pas moi, le chercheur, ou est-ce qu'il n'y a que toi, en tant que biostatisticienne ou d'autres sociétés de biostatisticiennes, qui peuvent le faire? Mais évidemment, c'est comme si tu disais pour faire ma plomberie, je vais prendre un garagiste. C'est-à-dire, il y a toute cette chaîne de gens qui sont formés pour faire la partie de l'essai clinique qu'ils ont en charge, qui ont connaissance de la réglementation qu'ils doivent suivre pour le faire. L'assurance qualité vérifie qu'ils le font correctement. Par exemple, quand on tape des lignes de programme, on peut se tromper. Donc, on a des critères qui sont calculés, par exemple, dans l'essai clinique Pfizer, c'est double programmé, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième personne qui va programmer l'efficacité et on va vérifier les résultats. Il faut que ça matche exactement pour tous les patients. Ce n'est pas que le tableau de résultats, c'est tout. On va vérifier que les résultats sont identiques pour tous les patients parce qu'on ne peut pas se tromper. Ce n'est pas un métier dans lequel on peut se tromper. C'est pour ça qu'il y a Qu'est-ce qui se passerait si tu te trompais? On a des assurances responsabilité professionnelle qui sont phénoménales. Imagine, j'ai un produit, je sors un rapport, je me trompe complètement dans mes résultats, je dis que le produit ne marche pas. Imagine le manque à gagner pour le laboratoire. Ou alors, le contraire, je fais du travail de dégueulasse, je sors un rapport et je dis que le produit marche alors qu'il ne marche pas et qu'il est toxique.
Imagine la responsabilité. C'est un métier de très forte responsabilité. C'est pour ça que pour devenir un bon biostatisticien d'industrie pharma, on ne l'est pas du tout la première année. Ça met des années. Moi, pour former les gens, j'en ai formé plein dans mon équipe, puisque j'ai eu jusqu'à 20 salariés. Il faut 3 ans pour faire un bon biostatisticien. C'est-à-dire que pour que tu le laisses presque en autonomie face à un client, c'est trop important. C'est la santé des gens qu'on a entre nos mains, hein, quelque part. Donc, il faut avoir, on va dire, des nerfs d'acier, puisque, donc on l'a bien compris, ce métier-là, c'est des gens qui sont formés. Ce n'est pas du tout des médecins qui font des biostatistiques. Donc, moi, ça me fait rigoler quand il y en a qui se prétendent des experts en essais cliniques, là maintenant, de tous bords, hein, d'ailleurs, hein, quel qu'ils soient. Maintenant, on voit foisonner des experts de l'essai clinique de partout. Les gens, ils n'ont jamais travaillé dedans. Ils ne savent même pas quelle en est la réglementation. Et ils se prennent pour des experts. Non, c'est un métier, comme tout métier, hein, il faut X années de pratique. Un bon plombier, ce n'est pas la première année que ça va Et être il un faut quel diplôme il faut avoir? Est-ce que c'est long? Il Alors, faut aller. il y a plusieurs diplômes possibles. Moi, en l'occurrence, j'ai fait mes études à Toulouse, donc j'ai fait un magistère d'économiste statisticien où on a des travaux, ce sont des petites classes, hein, on n'est pas, on n'est pas, on a des cours dans un amphi. Non, on n'a plus de cours dans l'amphi d'ailleurs, hein, on est en petite classe, on est une trentaine. On a des stages obligatoires tous les étés pour appliquer, et si on ne fait pas le stage, on ne peut pas passer dans l'année d'après. On est forcé de rendre un travail euh, qui est noté pour prouver. Donc, on applique, en fait, on met en pratique ce qu'on apprend. Donc, il y a des travaux pratiques, il y a beaucoup de travaux pratiques. On apprend à programmer et on peut travailler à la suite de ce magistère dans plein de choses, hein. J'aurais pu travailler être actuaire dans une assurance, j'aurais pu travailler dans des banques. On manie de la statistique, en fait. Mais en fait, c'est bien. C'est combien d'années? 5 ans. En fait, moi, j'ai un bac plus 5. Et en plus, j'ai un DEA, marché intermédiaire financier, qui du coup n'a rien à voir. Donc tu as 2 bac plus 5. Ouais, si on veut. Donc le DEA se fait en parallèle du magistère. Donc voilà. Donc là j'en ai en fait sur Twitter qui continuent à contester mes études. Ah non, je n'ai Vous pas savez, sur fait. Twitter, il y a tout et n'importe quoi. Je ne suis Mais pas statisticienne pour l'industrie pharmaceutique, je n'y connais rien. alors, Ça me fait tu beaucoup as rire. fait ça Enfin, pendant eux vont 22 moins rire ans. quand je vais porter plainte contre eux, ils vont beaucoup moins rire. Ah ouais, Mais, tu as bien voilà. raison. Ouais, Tu ouais. as fait ça pendant 22 ans. 23. 23, là, tu viens de vendre ta société. Est-ce que tu as travaillé pour nombre de laboratoires et peut-être un médicament célèbre sur lequel tu as travaillé, peut-être? Écoute, j'ai pas mal travaillé sur des vaccins d'hépatite, mais c'était pas les essais cliniques, c'était post-autorisation. D'accord. En fait, si tu veux, le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai signé toute ma vie des contrats de confidentialité, Ah, qui étaient d'accord. Donc, on ne à peut pas. ravage. Et voilà, c'est-à-dire que il y a de nombreux essais cliniques où tu trouves que le médicament ne marche pas. Donc, ça n'est pas mis sur le marché. Ouais, Donc, et tu ne peux pas en parler. et souvent, Tu as un moi, j'ai beaucoup contrat. travaillé en cancérologie. Alors, par D'accord. exemple, en D'accord. cancérologie, beaucoup dans le myélome, et j'ai beaucoup travaillé sur un produit qui est un produit du laboratoire Celgene. Et là, ça s'appelle le lénalidomide, en fait. Alors, Donc, j'ai je beaucoup suis travaillé malheureusement là-dessus. obligé de te poser la question parce que ça a fait un buzz et les gens en plus l'écrivent là sur les commentaires. C'est que Maître Divisio, que je connais bien, euh, et a émis quelques réserves. Ouais, ouais. Donc, J'en ris encore. raconte-nous ce qui s'est passé. Même Écoute, je si ne sais pas. même si je le rajoute, il a fini par s'excuser parce qu'il a eu tort. Parce qu'il Non, non, mais a en fait, reconnu qu'il a eu tort. je pense que Maître Divisio parle un peu trop vite, en fait. Donc moi, les biostatisticiens ne sont pas des gens qui parlent trop vite, puisque la biostat, donc on l'a bien compris, c'est des hypothèses, c'est des études, c'est des résultats, c'est de la méthodologie, et donc ce sont des conclusions. Donc moi, quand Maître Divisio me donnera la liste des pseudo-failles qu'il a trouvées dans mon rapport, on en reparle. Et en l'occurrence, il n'a aucunement la compétence d'en trouver la moindre, et son équipe de médecins conseils non plus, parce que comme on l'a compris, c'est un métier. Voilà, donc moi je ne vais pas expliquer que les plaintes de Divisio,
c'est bourré de conneries parce que je ne suis pas avocate ou juriste et donc je ne suis pas capable de savoir dans une plainte s'il y a des conneries ou pas. Voilà, moi je juge Mais sur. comment tu as pris ça, justement? Parce que Ah, mais pour moi le ça me. coup, c'était pas sympathique de faire ça sur Twitter. Ah, mais écoute, ça me fait beaucoup rire. Moi j'ai beaucoup d'humour, hein, de toute façon. Donc c'est. Voilà, faut qu'il garde un peu plus ses nerfs, Maître Division. Voilà. Bon, malgré tout, il s'est excusé parce qu'il sait qu'il a eu Non, tort. bah, il s'est excusé, il m'a fait des excuses Ah, très ironiques quand je lui ai dit que non, il n'y avait pas l'erreur bon. n'était pas possible dans notre métier. Et pourquoi l'erreur n'est pas possible? Justement parce qu'on a des bonnes pratiques cliniques mises en place depuis 30 à 40 ans. Et que si on les suit, il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire c'est que si je fais tout mon process de validation de mes données, voilà, c'est-à-dire que je vais poser des questions aux gens qui m'ont reporté ces fameuses données sur le site internet. Parce que des fois, il y a des choses bizarres, hein. C'est-à-dire, il va me rentrer un paramètre biologique et puis l'unité qu'il va me mettre à côté, ça n'existe pas. C'est impossible. C'est-à-dire, si j'ai ça, le patient, il est mort. Tu vois, donc je vais lui poser des questions. Donc, il y a des process où tu corriges tes données et il y a des process où tu vérifies ta programmation, tu discutes. On ne fait pas ça tout seul, c'est un travail d'équipe. Dans une équipe où tu gères une étude, où tu recueilles les données et tu vas faire les analyses stats, tu es 3-4 à travailler dessus. Et des fois, dans ta méthodologie où tu ne sais pas comment programmer, c'est un petit peu touchy, ça ne se fait pas trop, ça se discute, ben, tu vas te faire du brainstorming entre gens de la CRO, tu vas te faire du brainstorming des fois avec le client, tu vas changer la façon d'analyser dans le protocole au préalable parce que tu vas te dire, ah ben oui, mais si je ne tiens pas compte de ça, ça ne va pas parce que ça fait un biais, c'est-à-dire un élément qui va fausser mes résultats. Donc, c'est une prise de tête, ce travail-là. Donc, ce n'est pas juste comme ça dans un tweet où tu dis, bon, il y a des failles, ça pour moi, c'est du néant, ça vaut zéro. Ça c'est du blablatage. Pour moi, c'est du blablatage. Voilà. Donc, du coup, si tu veux, alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, avec cette expérience-là? C'est que dès décembre 2020, j'ai donc regardé tous les résultats des essais cliniques Covid. Et à ce moment-là, j'ai dit, en avril, je fais une première interview en disant, attention, il n'y a pas d'effet statistiquement démontré sur les plus de 75 ans, puisque pour que ça soit statistiquement démontré, il faut que tu aies un test statistique qui prouve que ton vaccin est plus efficace que ton placebo. Or, ce n'est pas le cas. Et je dis, il n'y a pas d'effet statistiquement démontré sur les cas sévères. Et ce n'est pas ce qu'on nous raconte. Voilà. Donc ça, j'ai fait ça en avril 2021. Ensuite, j'ai fait une analyse des données du VAERS que j'ai téléchargé et donc que j'ai programmé sous mon fameux logiciel que j'ai donc racheté pour ça. Hein. Ça, ce n'est pas des logiciels gratuits, on refait du Combien bricolage. coûte ce logiciel? Alors écoute, je crois que j'ai payé ça 2800 €. Ah ouais, quand même. Ah oui, mais Donc, c'est bien un sûr. logiciel de professionnel. Ah oui, oui, c'est un logiciel de professionnel. Donc, il faut savoir s'en servir. Ça s'apprend. Voilà, ça s'apprend. Hein, je ne télécharge pas ça comme ça. Tu l'ouvres, il est vide. Tu programmes. Tu valides. Et Et ça prend pour te combien de dire, temps de programmation? ah ben, ça dépend des études. Par exemple, là, si j'avais dû programmer la programmation des essais Covid, ce que tu fais, c'est que pour pouvoir rendre les résultats dans les temps, parce que tu as des délais qui sont draconiens, hein, c'est-à-dire le laboratoire va t'annoncer 4 mois, 3 mois à l'avance, vous rendez tel jour le matin. Et tu te débrouilles, s'il faut que tu travailles jusqu'à minuit ou 2 heures du matin pour pouvoir rendre dans ce délai, tu te débrouilles. Alors, comme tu es le dernier maillon de la chaîne, celui où là, c'est toi qui donnes les résultats. Tu as une pression de malade parce qu'ils attendent tous tes fameux tableaux qui vont leur dire si leur produit marche ou pas. Parce qu'ils ne le savent pas, tu comprends? Puisque à quoi sert ce qu'on appelle l'aveugle? C'est-à-dire qu'en général, le patient ne sait pas ce qu'il a et le médecin ne sait pas ce qu'il donne. Donc, tu ne peux pas faire ton petit bricolage avant en te disant ah bah tiens, moi je pense que mon produit marche. Tu n'en sais rien. C'est-à-dire que c'est au moment où ça va s'appeler le gel de la base de données. Tu fixes ta base de données, tu l'extrais et là, à ce moment-là, tu ne la modifieras plus. Et si tu dois la modifier, ça se documente. Pourquoi tu l'as modifiée? Tel jour, telle heure, tu signes, tu engages systématiquement dans chaque étape ta responsabilité. Donc, ce n'est pas un métier de baltringue, hein, biostat. Hein. Ça veut dire qu'en fait, sans ta fonction, un médicament n'a pas le droit d'être vendu. C'est exactement ça. Tu n'as pas de biostatisticien, tu n'as pas de résultat. Donc, tu n'as pas d'AMM. Fin de l'histoire.
Ouais, donc, en réalité, même si tu es au bout du chaînon, tu es quand même le chaînon indispensable. Ah, mais complètement. Mais tous sont indispensables. Mais disons que là, c'est toi qui sors les résultats. Mais si ta base de données a des erreurs, tu comprends bien? Tu vas extraire, là, j'ai mal reporté. Je te prends des exemples vraiment basiques. La pression artérielle, c'est n'importe quoi. Tes paramètres biologiques, ils sont pas, les normes ne sont pas les bonnes. Tu penses bien que le biostatisticien, le tableau qui sort, c'est des cochonneries. Donc, d'où vraiment l'importance d'avoir des données qu'on va appeler dans notre langage intègres et fiables. Et donc, moi, quand j'ai repris tous les documents des essais cliniques, de l'essai clinique Pfizer, j'ai repris tous les rapports cliniques qui sont sortis, j'ai repris ce qu'on appelle un plan de gestion des risques, où là, il te disait déjà quels étaient les risques, éventuellement des effets indésirables, quelles étaient les populations pas étudiées. Et là, tu t'aperçois que dans les populations non étudiées, tu as les femmes enceintes, ce qui est normal, elles ne sont jamais incluses dans les essais cliniques, elles font partie d'une population protégée. Mais tu n'avais pas non plus les immunodéprimés, tu n'avais pas non plus les gens qui avaient des patients fragiles, qui avaient des comorbidités, tu n'avais pas non plus les patients avec des maladies auto-immunes. Donc en fait, quand tu dis on vaccine ces gens-là, tu les vaccines sans résultat sur l'essai clinique. Donc quelque part, tu prends un risque puisque tu n'as pas de résultat. Quand on te dit vous mettez le vaccin de la grippe dans le bras gauche, le Covid dans le bras droit, mais ok, mais quelle est l'étude qui te dit que ça ne va pas créer des problèmes? Et tu n'en as pas. Il n'y a aucun essai clinique sur l'interaction avec un autre vaccin. Et tout ça, tu le vois dans ce fameux document qui est obligatoire pour un produit notamment innovant qui s'appelle le plan de gestion des risques. Donc, si tu n'es pas du milieu, tu penses bien que ce doc, tu ne le connais pas. Et ce doc, il sort quand? Mais dès que le produit est accepté, c'est-à-dire en décembre 2020. Est-ce que tu as déjà vu des cas pareils? Est-ce que d'autres médicaments ou injections, enfin produits ont eu ce traitement-là, on va dire, Alors, sans ces types d'essais? Et le donc, fait que ça soit sorti sans ces essais, pour toi, qu'est-ce que tu en conclus? Est-ce qu'il y a non, peut-être les pouvoirs publics qui derrière se sont dit, bon, bah, c'est pas grave, on laisse passer quand même? Alors, le problème, il n'est pas que là. Le problème, il est que quand tu regardes justement les résultats de ces essais cliniques, donc moi, je sais les lire puisque c'est moi qui les fournissais. Évidemment, je sais les lire. Quand tu regardes ces résultats, tu t'aperçois que les analyses sont faites uniquement sur 3 mois maximum. C'est-à-dire que tes patients, l'essai clinique, il dure 2 ans. Mais en décembre 2020, qu'est-ce qui est fourni? C'est des résultats sur 3 mois de suivi max avec 50% de suivi moins de 2 mois. Donc déjà, c'est très court comme délai. Donc ça veut dire que tu n'as pas de vision de ta tolérance à moyen terme ni de ta tolérance à long terme. Ce que le labo t'écrit clairement dans le fameux plan de gestion des risques. Et quand tu regardes comment est recueilli ton critère principal Covid symptomatique confirmé par test PCR, tu t'aperçois qu'il y a des problèmes dans cette façon de recueillir. C'est-à-dire que tu fais un essai clinique, les gens vont voir leur docteur et disent oui, moi je veux tester, je veux participer pour avoir le vaccin ou le placebo. Et donc, ils retournent chez eux tranquilles et on les laisse signaler quand ils sont malades. On n'a pas de test PCR instauré, on n'a pas de prise de sang régulière, enfin on en a, mais assez espacée. Et surtout, on ne mesure pas les anticorps régulièrement pour savoir si ton produit va protéger. Et quand tu vois tout ça, tu te dis, il y a de graves, ce qu'on appelle biais, c'est-à-dire des éléments qui faussent le résultat et qui le faussent en faveur de l'efficacité. Donc, tes 95%, tu le sais quand tu analyses tout ça, quand tu as fait de la méthodologie et quand tu as fait de la gestion de données d'essais cliniques, tu sais qu'il est faux. Tu ne sais pas si c'est 90, 65 ou 32, mais tu sais qu'il est faux. Tu sais que ta tolérance est incomplète et tu sais qu'il y a cette non-mesure des anticorps. Qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? Si tu veux, tu as tes anticorps sur les macaques. Déjà, en préclinique, les études sur les animaux, ils augmentent comme ça et ils chutent. Et dans l'essai clinique, tu vois qu'ils augmentent, ils commencent un peu à chuter. Et après, tu n'as plus de mesure. Pourquoi il n'y a plus de mesure? Sachant que 6 mois après, on va te dire ah, mais la protection dure 3 ou 4 mois, il faut un booster. Mais le boost, le labo l'étudie dès décembre 2020. C'est écrit dans les documents de la NSM, l'Agence du médicament, et de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Donc moi, je dis, on nous prend pour des cons. On ne mesure pas ces anticorps pour ne pas montrer qu'ils baissent.
Parce qu'on le sait depuis le début. Non, mais Puisqu'on on l'a nous prend vu pour sur les des cons macaques. ou est-ce fait sciemment? C'est ça la réalité. Ah ben là, de ne pas mesurer, pour moi, c'est fait sciemment. Parce que tu n'as aucune raison de ne pas mesurer un taux d'anticorps sur un vaccin que tu as trouvé en 3 jours. Tu as identifié l'ARN messager en 3 jours. Tu as fait tes essais cliniques. Tu n'avais pas encore fini tes essais sur les animaux, que tu avais déjà commencé ta phase 1 sur la première étape donc, du développement classique d'un médicament. Tu vas commencer ta phase 2, qui est la deuxième étape. Tu n'as pas fini la 1. Et tu commences la 3, tu n'as pas fini la 2. Donc, tu as un développement hyper accéléré qui en 9 mois te revient à mettre un produit sur le marché sur une maladie inconnue et un produit innovant ARN messager qui n'a jamais été utilisé, et Bourla, le PDG de Pfizer, le dit lui-même, ni dans aucun vaccin, ni dans aucun médicament. Et donc, a fortiori, quand tu as autant d'inconnus, tu as tendance à rapprocher tes mesures. Or, la mesure, ils ne la font pas. Et dès décembre 2020, ils étudient leur fameux boost. Donc, quand on te dit 2 doses et vous retournerez à la vie normale, c'est clair que là, on te ment. Parce que là, on le sait qu'il y aura un boost. Puisque ta pseudo-protection, si tant est qu'il y en ait une, elle diminue au bout de 3 mois ou 4 mois. Ce qu'il t'annonce X mois après, en te disant « Ah, oh, ben tiens, on vient de se rendre compte que ça diminue. » Sans blague. Il l'avait déjà vu sur les macaques. Et c'est pour ça que tu as, je crois, en novembre 2020, donc Monsieur Douste-Blazy, qui est quand même un ancien ministre de la Santé, qui dit attention, il ne faut pas s'emballer avec le vaccin machin, Pfizer, parce que on sait que la protection ne dure pas plus de 2 mois. Comment il le sait? Il est voyant, notre Douste? Non, il le sait parce que ça se voit sur les résultats des macaques, que ça ne va pas durer. Donc, a fortiori, il n'y a pas de raison que ça dure sur les humains. Et même si tu ne le savais pas, eh ben, tu te dis, je vais rajouter une mesure, parce que vu les résultats sur les macaques, peut-être que si ça baisse, il faut que je le sache avant. Donc, là, ta mesure, tu la rajoutes. En termes de faisabilité, rien ne t'empêche de dire aux patients, on rajoute une visite, finalement, vous allez avoir une prise de sang supplémentaire à 3 mois après votre dose 2. C'est quoi qui t'empêche de le faire? Rien. Pourquoi c'est pas fait? Ouais, mais ça veut dire que si ce n'est pas fait sur ce produit, ce n'est pas fait peut-être sur d'autres produits précédents et peut-être que ce ne sera pas fait dans de prochains produits. Comment est-ce qu'aujourd'hui le consommateur, enfin le malade, peut-il avoir confiance dans les produits qu'on lui donne? Ah ben là aujourd'hui, ça c'est compliqué. Puisque là, moi, dans ma carrière, moi je n'ai travaillé qu'avec des gens ultra compétents. Quand on faisait des essais cliniques, que tu avais un produit qui ne marchait pas, ben, soit ils en changeaient la formulation, soit ils le foutaient au panier et bon, ils se disaient ben, ça ne marche pas, ben, tant pis, quoi, voilà, c'est des investissements. C'est pour ça que la recherche clinique coûte tellement cher. Parce qu'un produit, tu vas mettre à peu près 10 ans pour le mettre sur le marché. C'est une moyenne, hein. Tu en as que tu vas avoir plus tôt. Et là, on a mis 9 mois et on va te dire c'est génial, c'est super, tout a été fait dans les règles. Non, ça n'a pas été fait dans les règles fixées par les bonnes pratiques cliniques. Donc, tu te retrouves sur le marché avec quelque chose dont tu ne connais pas, dont les données, si tu veux, ne peuvent pas être considérées comme étant intègres et fiables du point de vue des bonnes pratiques cliniques. Et tout guignol qui contredira mon expertise est un guignol. Parce que toute personne sensée qui a travaillé dans les essais cliniques et qui connaît son métier, c'est-à-dire tous ceux qui ont relu mon rapport, qu'ils soient médecins qui bossaient dans l'industrie pharma, des affaires réglementaires, des biostatisticiens, des assureurs qualité, tous m'ont dit « Christine, tu as raison ». Les guignols qui disent que j'ai tort, c'est ceux qui n'y connaissent rien, qui ne connaissent pas le milieu, qui ne connaissent pas la réglementation. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des guignols, parce que quand on ne sait pas, on se tait. Voilà. Pour savoir lire tes résultats, il faut être docteur ou plus encore? Qu'est-ce qu'il faut? Non. Il faut être. Non, si tu veux, parce que justement, moi, le rapport que j'ai écrit, j'ai fait de la vulgarisation au maximum pour expliquer, voilà, d'habitude, ça se passe comme ça. Et voilà, là, comment ça s'est passé. Si tu veux, le problème, il est dans ce décalage. C'est-à-dire que là, cette façon de faire un essai clinique, cette façon de recueillir les données pour un produit innovant sur une maladie nouvelle et tout, ça pose question. Tu vois bien qu'il y a une volonté d'accélération, ce qu'ils appellent les fast tracks, c'est-à-dire des procédures accélérées, ce qu'ils appellent les rolling reviews, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu sors tes résultats, tu les envoies aux autorités, tu n'attends pas d'avoir un document final. Il y a des pressions qui sont exercées pour aller vite. On va te dire c'est l'urgence. Ben, peut-être, mais je suis désolée, là, visiblement, l'urgence n'est pas compatible avec la qualité.
Et puis, alors, donc ça, ce sont les bonnes pratiques cliniques. Mais après, ton produit, il faut que tu le fabriques. Alors, regarde, tu l'as fabriqué, tu fabriques un produit pour déjà 40 000 personnes de ton essai clinique. Ça veut dire que tu as des normes de fabrication. Tu as de la qualité à suivre. C'est-à-dire que tu as des audits qui doivent être faits dans les usines pour voir comment elles travaillent, si tu n'as pas de contamination. Donc, moi, j'ai eu travaillé sur un produit qui s'appelle des bactériophages pour un gros projet européen où on a tout géré du début jusqu'à la fin avec mon équipe. Et rien que pour mettre au point le produit qu'on allait donner aux gens de l'essai clinique, on a mis 1 an. 1 an. Et là, tu as fabriqué tes 40 000 flacons pour ton essai clinique en quoi? En 4 jours. Tu as fait ton analyse statistique, tu as rendu tes résultats sur la base d'un petit truc comme ça, alors que ton essai dure ça. Donc là, c'est comme si tu regardais un match de foot et tu dis, bah, j'ai regardé 15 minutes, ah bah, c'est bon, j'ai vu tout le match. Bah non, tu n'as pas vu tout le match, tu n'as rien Oui, vu mais du tout. est-ce que. Oui, mais certains te diront, oui, mais vous comprenez, c'est quand même Pfizer qui est un leader mondial, et nous sommes en 2020, enfin nous étions en 2020, donc forcément la technique est différente par rapport à 1950 ou l'époque de Pasteur, et donc la modernité fait qu'on peut le faire plus rapidement qu'avant. Ah, pour la qualité, tu ne peux pas faire plus rapidement. Ce n'est pas Comment possible. ou alors il faut que tu mettes il faut que tu aies des équipes phénoménales. Mais là, visiblement, si tu veux, quand tu observes la réalité, tu vois bien qu'il y a énormément d'effets indésirables. Moi, je travaille avec les associations de patients, Verity France, Où est mon cycle, le collectif sur les troubles menstruels. Je travaille avec React C19, où là, tu as des gens qui ont des problèmes neurologiques dramatiques. C'est-à-dire qu'ils ont des atteintes des petites fibres nerveuses qui leur causent des Donc, problèmes partout. donc ça veut Donc, dire que même si il y a des tu gens es malades. Pfizer, même si tu es leader mondial, même si on est en 2022, ce que tu dis, ce n'est pas possible de faire plus rapidement. Voilà, c'est pas possible. En fait, si tu veux, il faut que tu assures la qualité de tes données. Et là, on voit qu'elle n'est pas assurée, puisqu'on a eu après des affaires qui sont sorties. Tu as l'affaire Madi de Garé, qui est cette adolescente qui, à l'époque, a 12 ans, participe à l'essai clinique Pfizer, qui a 30 effets indésirables graves, qui se retrouve à un moment, je ne sais plus où elle en est, la pauvre gamine, sur une chaise roulante. Elle est alimentée par sonde gastrique. Et quand tu lis le rapport clinique, qu'est-ce que tu vois décrit? Tu ne vois pas les 30 effets indésirables de Madi de Garé, la chaise roulante et tutti quanti. Tu vois douleur abdominale. Ah bon? Donc là, tu as des résultats sur 1230 à peu près adolescents, où on va te dire c'est génial, ça marche du feu de Dieu, et c'est bien toléré. Et tu t'aperçois que cette gamine, donc ça fait 1 sur 1230, tous ces troubles ne sont pas reportés. Et quand elle essaie de faire du bruit, sa maman en disant mais ma fille elle est malade, elle a eu des effets dans l'essai clinique, etc. Personne, aucune agence n'en tient compte, personne ne la rappelle. Et ça finit où? Aux avocats. Donc tu vois bien Est-ce que que tu as c'est normal? Bah justement, tu as dit quelque chose de très tout, important. pas du Personne n'en tout. tient compte. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est déjà arrivé dans d'autres produits en amont qu'on utilise ces méthodes de ne pas Alors écouter les gens qui ont des attention, effets? qu'on essaie plus ou moins de faire taire un peu les effets indésirables, on l'a vu dans le Mediator, ça a pris des années à reconnaître. Mais là, tu avais quand même eu un essai clinique qui était fait dans les normes. Hein, tu n'avais pas eu un développement accéléré sur un produit nouveau, sur une maladie que tu ne connais pas. Voilà, les essais Mediator. En plus, moi, j'ai bossé pour Servier. Je t'assure qu'ils ont des normes. C'est drastique, la qualité chez Servier. C'est drastique. Donc, tu te dis, au moment où ils ont fait le développement, à ce moment-là, ils n'ont pas eu de problème. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils utilisent ce fameux Mediator pour une autre indication que celle au départ d'origine, pour une autre AMM, si tu veux. Donc, et c'est là où peut-être utiliser plus massivement, ça crée beaucoup de problèmes. Voilà, tu comprends. Mais là, les injections, c'est utilisé de façon massive puisque c'est sur des milliards. Donc, quand tu vois que donc, alors, tu as cette affaire Madi de Garé, et chez les adultes, tu as un gars qui fait du bruit partout dans le monde depuis des mois. C'est Augusto Roux, qui est en Argentine. Alors, le gars, ils sont mal tombés. Il est avocat à la Haute Cour de justice. C'est pas un demeuré. Donc, lui, il participe à l'essai clinique Pfizer et il a failli mourir. Hein.
il avait le sang noir, enfin vraiment, il a failli mourir. Et tu regardes les résultats de la tolérance dans ton rapport clinique et tu ne l'as pas. Donc ça veut dire, si tu veux, alors la fraude, elle vient d'où? Est-ce que c'est le centre qui ne l'a pas reporté, c'est-à-dire le fameux docteur qui a vu ces patients-là, qui a suivi ces patients-là? Est-ce que c'est le labo qui a fait des pressions pour que ça ne soit pas reporté? Le fait est que tu sais que ta tolérance, elle est fausse et que donc tu as des effets graves que tu n'as pas. Donc toi, ton boulot, c'est quoi quand tu es agence de santé? Tu regardes ton rapport bénéfice-risque. Le bénéfice, c'est quoi? C'est ton efficacité. Bon, moi, de toute façon, l'efficacité, elle est fausse. Les 95% sont faux. Tu as la protection, l'immunogénicité avec le dosage de tes anticorps neutralisants. Ils ne mesurent pas un truc pour ne pas montrer qu'ils baissent. Donc, c'est douteux. Et tu as ta tolérance qui, clairement, est fausse. Est-ce que dans ces conditions, ton évaluation du rapport bénéfice-risque est correcte? Ben, je veux dire, il ne faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter pour se dire non, il y a des problèmes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu vois bien qu'il y a des problèmes. Il y a 200 000 cas reportés dans les rapports de la NSM, l'Agence de santé, qui sont déclarés. Hein. Donc, tous ne sont pas reconnus imputables. Mais en attendant, là-dedans, tu as 20%, 25% de graves. Et quand tu parles avec les associations de patients, tu vois bien qu'ils ont une difficulté, mais c'est énorme, d'arriver à faire reconnaître qu'avant, ils étaient en pleine santé et qu'ils sont malades depuis leur injection. Alors, je voulais te poser une question comme demande. Qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces produits? Est-ce qu'il y a en effet ce produit qu'on appelle le graphène? Et qu'est-ce que c'est exactement ce graphène? Alors écoute, moi ça je ne sais pas, parce que le graphène c'est de la chimie, enfin je ne sais pas, mais ce n'est pas mon domaine. Moi ce que je sais, c'est que quand tu fabriques des milliards de flacons en si peu de temps, est-ce que tu as, donc les questions c'est, est-ce que tu as eu le temps d'aller auditer toutes tes usines? Est-ce que tu as prélevé des tas de flacons pour voir ce qu'il y avait dedans? C'est-à-dire, est-ce que tu as fait ton boulot d'assureur qualité pour vérifier que les bonnes pratiques de fabrication étaient respectées? Alors imagine, on l'a vu au Japon, tu as eu Moderna, il y avait des particules métalliques. Donc tu as vu des gens, ils sont morts, tu avais, je sais pas, 20 millions de flacons, il y avait des particules métalliques. Qu'est-ce que ça foutait là? Ça n'avait rien à foutre dans les flacons. Donc clairement, ça voulait dire que sur ta chaîne de production, à un moment, tu as eu des particules métalliques qui se sont mises dans les flacons. C'est pour ça que tu as tous ces process qualité de vérification. Donc, est-ce que tu as des machines qui font ces flacons, qui foutent l'ARN messager? Je ne sais pas moi comment ça marche, ce n'est pas mon secteur. Mais est-ce que tu as des machines qui ont du graphène? Possible, et que du coup, par contamination, tu te retrouves avec des flacons qui en ont? Moi, je dis c'est possible. Tu vois, c'est possible, parce que tu as des gens qui le disent, donc il n'y a pas de raison que ces gens inventent. Mais c'est possible. Mais là, en l'état actuel des choses, pour le prouver, il faudrait que tu fasses peut-être des prélèvements massifs, que les labos nous donnent toutes les process de validation qui ont été faits, où ils ont fait les audits, comment ils les ont faits. Il faudrait que les agences de santé nous expliquent. Théoriquement, avant de ce qu'ils appellent relâcher les lots, c'est-à-dire de les mettre à disposition pour le grand public, sont censés faire des contrôles. Quels contrôles ils font? Combien de fioles ils ont prélevées? Parce que là, c'est massif. Tu vaccines des millions. Et puis sur la planète, des milliards. Donc, pour un peu que tu aies des lots contaminés, alors que ça soit des bactéries, tu peux avoir n'importe quoi. Si quand tu as fait tes prélèvements pour faire ton assurance qualité, tu n'as pas pris ces flacons-là, tu ne l'as pas vu. Tu comprends? Donc, tu vas dire, c'est tout bon. Bon pour vaccination. Donc, les gens y vont. Toi, tu arrives comme certains voilà, des victimes. Dès qu'on leur fait la piqûre, elles tombent quasiment raides dans les pommes, elles passent des nuits abominables, et depuis ce jour-là, leur vie est un enfer. Et la Alors, pharmacovigilance leur dit, ah ben oui, mais peut-être que vous aviez autre chose avant. Ah, vous aviez sûrement une maladie auto-immune, alors ils font des comme prélèvements. comme pour Morissette, Voilà. femme décédée de Marc Doyer, que l'on salue. Voilà. Et Mais donc, est-ce qu'il est possible, parce qu'il y a eu, comme tu l'as dit, des milliards de doses, est-ce qu'il est possible qu'une partie de ces... Déjà, est-ce qu'il est possible, en si peu de temps, de fournir des milliards de doses? Et sinon, y a-t-il eu des placebos parmi ces doses? moi, je ne peux pas répondre à cette question. Pour répondre à cette question, c'est pour ça que moi, dans mon rapport sur les bonnes pratiques cliniques, je demande l'arrêt, la suspension, au moins temporaire, de la vaccination pour faire des audits. Et je le redemande, hein, je demande que ça, moi, tous les jours. Hein, parce qu'on voit bien qu'il y a des victimes.
Donc, il y a bien des flacons dans lesquels il y a des saloperies. Alors que l'efficacité soit pas au rendez-vous, bah, ça c'est évident, parce que leur critère, il est pas choisi. Ils mesurent qu'une partie de la maladie. Tu mesures des Covid symptomatiques. Que la transmission ne soit pas étudiée, mais ça, c'est pas un problème. On le sait depuis le début. C'est écrit noir sur blanc. Depuis décembre 2020, tu sais que la transmission n'est pas étudiée. Alors là, il s'agit que la transmission n'est pas étudiée. Comme dans plein d'essais cliniques vaccins. Le problème, il n'est pas là. Ça, le problème, il est qu'éventuellement, on n'a pas dit le contraire à la population, ou alors on ne l'a pas passé sous silence, sachant que tu as l'OPEX, donc l'Office parlementaire des évaluations pratiques scientifiques et technologiques, des pratiques scientifiques et technologiques, qui écrit en décembre 2020 un rapport sur la stratégie vaccinale, où là-dedans, ils te disent déjà qu'il n'y a pas d'effet sur les cas sévères démontrés, qu'il n'y a pas d'effet sur les plus de 75 ans, que la transmission n'est pas étudiée. Ce n'est pas un scoop. Je veux dire, tu as des députés et des sénateurs qui sont au courant depuis le début. Ce n'est pas un scoop. Donc, quand tu vois qu'il y a ces victimes maintenant, ben, soit tu fais normalement, si tu es prudent, tu suspends, tu fais les audits de l'essai clinique pour voir ces effets indésirables graves, pourquoi ils ne sont pas reportés, tu poses des questions au laboratoire de pourquoi ils n'ont pas mesuré les anticorps, voilà, et tu arrêtes de faire courir des risques à des gens. Le problème, il est là. Mais quand tu as parlé de suspension, qu'est-ce qu'on t'a répondu? Qu'est-ce que les pouvoirs publics t'ont répondu? Ah ben les pouvoirs publics, si tu veux, mon rapport, ils ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire que plus ou moins, ils le passent sous silence depuis le début. Mais bon, il est quand même dans une plainte pour empoisonnement, mon rapport. Donc, on verra pendant combien de temps on le. Ah, tu vas porter plainte pour empoisonnement? Ah, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Moi, c'est un document d'expertise. C'est-à-dire, on aurait pu le prendre pour n'importe quoi, mais je pense qu'il va être utilisé un peu partout, puisque ça prouve que l'essai clinique, quelque part, il ne te permet pas d'avoir des données intègres et fiables, et donc des résultats intègres et fiables. Donc, à partir de là. Toi, tu es en train de dénoncer des choses qui sont quand même graves. Des milliards de dollars ou d'euros, des dizaines de milliards même, ont été distribués, si je puis dire. On se demande par qui, hein, parce que dernièrement, même, il y a eu un achat de 1 milliard 800 millions de doses pour l'Europe. Ça représente quand même, je crois, un contrat de 40 milliards. J'ai appris même que Pfizer allait augmenter ses prix, je crois, à quasiment 100 dollars la dose. Donc, ça représente des centaines et des centaines de milliards de dollars. Ouais. Certains vont toucher cet argent, enfin voilà, des grosses boîtes vont toucher de l'argent, des gens qui sont très puissants vont toucher de l'argent. Toi, tu dénonces tout ça, enfin, tu dénonces la nocivité de ces produits. Il faut se dire les choses. Moi, je dénonce si demain, voilà, je prends des dénonce risques. une prise de risque. Donc, il faut s'arrêter, il faut faire les audits, il faut aller sur les chaînes de fabrication. Mais est-ce que toi, tu n'as pas peur pour ta vie? Parce que j'imagine que tu dois avoir des menaces. Enfin, moi, en fait, finalement, bon, à part une fois un peu au téléphone, on m'a dit que j'étais un peu gênante, il fallait un peu que je ferme ma gueule. Moi, je ne suis pas quelqu'un de peureux. Et puis, de toute façon, Mike, qu'est-ce que je pouvais faire? Une fois que j'avais écrit ce rapport-là, qu'est-ce que je pouvais faire? J'allais le garder pour moi. Mais tu ne t'es pas dit, au moment où tu l'as écrit, quand même, ah, si, je me suis dit. Ma vie là-dessus, quoi. Ah oui, si, clairement, ouais. Oui. Bah, tous les jours, je me le dis. Hein. Bien sûr, je risque ma vie. Ouais. Enfin, de notre côté, si c'est pour vivre dans un monde de dégénérés qui font n'importe quoi. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui prend ces risques. Il faut se dire la vérité aussi. Hein. Disons que c'est tombé sur moi d'écrire ce doc, hein, parce que bon, c'est le seul vraiment aussi documenté et le seul en regard des bonnes pratiques cliniques au monde. Hein. D'ailleurs, je l'ai envoyé aux États-Unis à Peter McCullough qui m'a dit rapport excellent. Bon, enfin voilà. Donc, si tu veux, évidemment, c'est un risque. Mais oui, bah, écoute, si je dois mourir demain, c'était mon destin. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Effectivement. Alors, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je subis ce harcèlement incessant pour essayer de me discréditer. Quel harcèlement tu subis? C'est-à-dire. Ils n'arrêtent pas. Ils m'ont traité de pute, ils m'ont traité de salope, de connasse, que je n'ai pas mes diplômes. Mon rapport, c'est bidon. Mais bon, en attendant, ils écrivent soi-disant des debunks de mon rapport. Alors là, je rigole. C'est écrit par un prof de maths et une nana qui est océanographe, et ces gens croient vraiment qu'ils ont débunké mon rapport. Moi, je dis à ce stade, ça relève de la psychiatrie. Tu vois, si je pense, moi, je vais appeler mon garagiste et je vais lui dire, écoute, tu es en train de réparer le moteur n'importe comment. Moi, je n'ai jamais fait ça, mais je vais t'expliquer comment réparer ton moteur.
il va me dire, écoute Christine, t'es gentille, tu dégages, tu vas me laisser faire mon métier. Donc ces gens-là, je ne sais pas s'ils sont pleinement possession, tu vois, de leurs moyens intellectuels, je pense. Alors tu vois qu'il y a clairement des meutes organisées hein, sur Twitter, et il y en a un paquet d'ailleurs, ce sont les mêmes qui harcèlent le professeur Raoult depuis le début, c'est les mêmes. Toute cette petite meute organisée qui vient sans arrêt, elle n'a pas de diplôme, elle dit n'importe quoi. Bon, alors d'accord, je dis n'importe quoi, hypothèse, démonstration, conclusion, merci d'écrire un rapport argumenté, et tes arguments bidons à 2 balles de petits trolls de merde, tu dégages, tu vois, donc je les latte, hein, moi, je les dégage. Mais je vais porter plainte contre certains de ces gens-là, il y en a déjà 2 d'ailleurs de plaintes qui sont parties. Alors, ce qui est l'inconvénient, tu vois, c'est que quand tu portes plainte, le juge fixe des cautions. Donc moi, ça me coûte de l'argent, ça me fait payer mon avocat. Là, les cautions, tu en as pour au moins 4000 balles. Donc, alors moi, j'ai fait un appel aux dons dans ce sens-là, parce que j'ai jugé que j'en faisais assez gratuitement depuis 2 ans, sans encore avoir à subir les frais d'avocat que ça me, ça me Où gênait. est-ce qu'on peut te faire ces dons, justement? Voilà, si Euh, les gens, nous sommes plus de ouais, 900 personnes à regarder, il y a plus de 900 personnes qui regardent. Où est-ce qu'ils peuvent faire un don? Comment ils peuvent écoute, t'aider? je ne sais plus, il faut que je te donne le lien. Ah bon, bon, Faut bah, que tu je te m'enverras donne le ça. lien parce que j'ai mis un lien sur un truc, parce qu'au départ, j'avais un compte PayPal qu'ils m'ont fermé, hein, que PayPal m'a fermé, que j'avais depuis 10 ans peut-être, tu vois, où je m'en servais, moi, pour acheter de temps en temps. Je m'en servais pas beaucoup, mais bah, ils m'ont fermé mon compte PayPal parce qu'au départ, il y a quelques-uns qui ont donné sur mon compte PayPal. Tout ça, c'est des dénonciations, tu vois, ils essayent de m'emmerder et ils croient vraiment que psychologiquement, je suis un être faible. Bon, voilà, donc quand on a bossé 23 ans pour l'industrie pharma sur le dernier maillon de la chaîne, que tu as subi des pressions phénoménales, que tu as travaillé jusqu'à 2 heures du matin pour rendre tes résultats le matin à 9 heures, que tu as géré des salariés, que tu as eu des conflits, bon, je vais te dire, les pauvres, ils sont mal tombés avec moi. Hein. Mais on sent aujourd'hui qu'il y a une chasse aux sorcières. Alors, il y a le sénateur Alain Houpert qui a pris 3 mois d'interdiction. Il y a l'ex-députée Martine Vonner. Alors, on ne sait pas ce qu'elle va avoir, mais en tout cas, elle passe devant le Conseil de l'Ordre. J'ai le docteur Grégory Pamard, le docteur Gaillet. Enfin, je sais pas, c'est dans le Nord, juste dans le département du Nord de la France, il y a 16 docteurs qui passent euh, au Conseil de l'Ordre des médecins. Enfin, il y a une vraie chasse aux sorcières pour le coup. Est-ce que alors, j'imagine que c'est l'État qui est derrière. On sent qu'aujourd'hui, on a envie de se débarrasser de toutes les voix discordantes. Ben écoute, moi, pour le moment, je vais te dire, j'ai de la chance. Alors, mon compte Twitter, ils l'ont passé en contenu sensible. Ensuite, ils l'ont passé en contenu pour adultes. Donc, j'ai mis des tweets en disant Twitter, vous m'avez pris pour une actrice porno. Donc, bon, écoute, j'en ai créé un autre. Enfin, j'en avais un autre créé de secours, parce que sur Twitter, tu fais tes comptes secours. Et en l'espace, donc le premier, il a 52 000 abonnés. Et le deuxième, il doit en avoir 32 000, tu vois, alors qu'il a été créé en juillet 2022. C'est-à-dire que j'ai plus d'abonnés, moi, en 3 mois, quasiment, que les ministres, les politiques, les députés, les sénateurs, parce que les gens ont bien compris, les gens dont c'était le métier. Alors écoute, moi, je vais te dire, moi, cette plainte, à la limite, j'en attends pas grand-chose. Hein. Bon, le travail, moi, ce rapport, il a été écrit. On m'a demandé si on pouvait l'utiliser. J'ai dit oui. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que ça donnera, ce n'est pas entre mes mains. Mais bon, en tout cas, en termes de méthodologie, c'est du travail de dégueulasse. Voilà. Donc là, maintenant, quand tu as fait du travail de dégueulasse, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il y a des victimes. Au lieu d'essayer de les faire taire, de fermer les pages Facebook où elles témoignent, de censurer les vidéos YouTube, tu dis, bon, ben là, on va quand même s'en occuper un minimum parce qu'on ne peut pas laisser crever ces gens dans leur coin sans assistante, parce que certains ne peuvent plus travailler. Donc, tu penses bien que des gens qui étaient à leur compte, qui vivent seuls, que ce soit des femmes ou des hommes, qui ne peuvent plus bosser, ils sont en grave difficulté financière. Donc, tu en as qui se font prêter de l'argent pour manger. Tu vois où on en est. Donc, tu as des gens qui ont des douleurs terribles, des bruits dans le cerveau, qui ont des fontes musculaires, qui ont des problèmes du coup cardiaque, mais ce n'est pas le cœur, c'est les fibres nerveuses. Bon, ces gens-là, il faut s'en occuper. D'ailleurs, tu le vois avec où est mon cycle, les troubles Ben menstruels. justement, pour parler d'où est mon cycle, rappelle-toi, il y a encore 6 mois, on disait que non, c'était du complotisme, que d'affirmer que des femmes
avaient des problèmes de cycle menstruel. Moi, j'ai d'ailleurs interrogé Mélodie il y a quelques mois de cela, Oui. et elle m'a expliqué qu'aux États-Unis, il y a une statistique qui explique que 42% des femmes injectées, 42% des femmes injectées ont des problèmes de cycle, des cycles de 3 semaines de suite, même plus. Là, enfin, le mainstream commence à avouer que c'est pas totalement faux, hein, ce qu'on a dit. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que peut-être que tout ça va finir quand même par sortir? Ah ben c'est sûr, c'est évident. Si tu veux, le problème qu'on a, c'est que tu as d'abord les premières victimes. Pour qu'il y ait un signal calculé par la pharmacovigilance, il faut que tu aies beaucoup qui reportent. Le problème, c'est que les gens ne déclarent pas parce qu'eux-mêmes ne font pas le lien ou leur docteur ne fait pas le lien. Mais normalement, le docteur, il a obligation de déclarer. Sinon, il est passible d'amende. Le fait est que le gars ne le fait pas. Donc, c'est au patient de le faire. Parce que si tu ne déclares pas, la pharmacovigilance ne calcule pas de signal en disant, oula, c'est bizarre, on en a beaucoup qui ont ce problème-là. Et après, tu as l'imputabilité. Et là, l'imputabilité, on voit bien que le temps, avec tous les examens complémentaires qui te demandent, il va falloir 6 mois, 1 an, pour qu'enfin ils te reconnaissent imputable. Donc, c'est au moment où ils t'ont reconnu imputable qu'ils vont dire, ah ben ça y est, il y a un problème. Et entre-temps, eh ben, tu as des milliers, voire des millions dans le monde qui ont eu ce problème, qu'on n'a pas reconnu. Ça, c'est le problème de la pharmacovigilance, si tu veux. Donc, on n'écoute pas les patients, on dit qu'ils racontent n'importe quoi, que c'est dans leur tête. Moi, j'en ai qui n'ont pas dormi pendant 3 mois de troubles neuro, c'est à devenir fou. D'ailleurs, tu as dans le VAERS aux États-Unis, la base de données, un truc qui s'appelle l'insomnie fatale. Des gens meurent de ne pas dormir. Donc, tu vois bien qu'il y a une atteinte nerveuse qui est tellement importante que le cerveau n'arrive plus à s'endormir. C'est-à-dire qu'une injection pourrait faire que des gens, fait que des gens, pardon, ne dorment pas pendant 3 mois. Ah oui, moi j'en ai là dans mon React C19, une elle n'a pas dormi pendant 2 mois, l'autre pendant 3 mois, ils se sont même fait, certains, interner, parce qu'on leur a dit c'est dans votre tête. Alors, ils leur filaient des cachets, tout un tas de trucs qui auraient assommé un bœuf, et la fille, il passait à 1 heure du matin, elle ne dormait pas, à 4 heures, elle ne dormait pas non plus. Tu comprends? Et quel est le C'est à profil de ces gens? devenir fou. D'ailleurs, je pense que certains se sont suicidés. Hein. Et quel est le profil de ces gens c'est des jeunes Ah oui, oui, moi, là, dans ce collectif-là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de femmes et elles sont jeunes. Ça te va de 22 ans, 28 ans, 37, 47. C'est dramatique. Il y en a une, elle ne peut plus parler. Elle a une atteinte ou de la déglutition. C'est fibre nerveuse. Tu vois, quand tu as une maladie de Charcot, moi, je connais bien ça, parce que mon parrain, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup, est décédé de ça. Donc, tu as une atteinte, là pour le coup, c'est pas des neurones moteurs. Et petit à petit, c'est pas tes organes qui ne fonctionnent plus, mais petit à petit, tu vas plus pouvoir marcher, tu vas plus pouvoir te servir de tes mains, tu vas plus pouvoir digérer, et jusqu'au moment où tu vas plus pouvoir respirer. Mais c'est pas tes poumons qui ont un problème, c'est tes neurones moteurs. Tu vois, et tu vas partir absolument avec toute ta tête en plus dans des souffrances terribles parce qu'en plus, tu as des douleurs. Et donc, en fait, ces gens ont un peu ce type de truc, c'est-à-dire que c'est pas leur organe qui a un problème, c'est clairement le circuit nerveux. Toi, tu Et travailles avec Verity, tu travailles avec Mon Cycle. ouais. Mélodie m'avait dit de Mon Cycle qu'elle a reçu quand même 7500 témoignages. Toi aussi, tu m'as dit que tu reçois des témoignages. Oui, parce que moi, les gens m'écrivent beaucoup et je fais des interviews parce que je pense que c'est important de leur donner la parole puisqu'on les fait taire. Donc là, il y en a une en Belgique qui a porté plainte quand même contre sa médecin généraliste qui, alors non seulement la vaccine sans lui annoncer la liste des risques possibles, mais en plus, quand elle vient en lui disant je ne suis pas bien, lui dit non, non, t'es folle, t'es dans ta tête, je vais te faire un papier pour te faire interner. Mais qu'est-ce que c'est que ces médecins? Je veux dire, on n'est plus du tout dans de la science. Là, on est dans le dogmatisme le plus profond. C'est de la croyance. C'est une secte, c'est Hare Mais dans Krishna. ta carrière de 23 ans, est-ce que tu as déjà assisté à pareil cas? À jamais. Enfin, moi, dans les essais cliniques, tous les essais cliniques que j'ai faits, toutes les études post-autorisation de mise sur le marché, qu'on appelle les études observationnelles. Moi, je travaille dans les RTU, dans les ATU, les autorisations temporaires d'utilisation. Bon, ben, tous les gens avec qui j'ai travaillé, ce n'étaient que des gens bien, qui suivaient les recommandations, qui étaient soucieux de la qualité. Et si tu leur sortais leur rapport en leur disant votre produit ne marche pas, ben, terminé. Jamais personne ne m'a demandé
de transformer le moins de résultats, on ne l'aurait pas fait, c'est trop important, mais jamais personne ne m'a jamais rien demandé si le produit ne marchait pas. Pour moi, l'industrie pharma, c'était la rigueur, c'était un domaine où tu pouvais avoir confiance justement dans ton produit. Alors après que qui apparaissent sur le marché plus tard des effets indésirables que tu n'avais pas vus, ça c'est normal. Parce que quand tu fais ton essai clinique, tu as une petite partie de la population, puisque tu as des critères d'exclusion, tu n'as pas tout le monde, et qu'après, c'est pour ça que tu fais des études post-mise sur le marché pour contrôler, continuer à vérifier ta pharmacovigilance, donc voir si tu n'as pas des choses qui apparaissent que tu n'avais pas vues avant. Et en fait, la fraude, elle est dès l'instant où tu veux les cacher, ces choses-là. Tu vois, mais moi, dans les études que j'ai gérées, on n'a jamais rien caché. Donc, moi, j'étais extrêmement surpris, on va dire, de trouver un problème dans cet essai clinique-là. Je ne pensais pas du tout à trouver autant de problèmes quand j'ai commencé à regarder ces documents. Mais une fois que je les ai trouvés, que je l'ai écrit, ben, je me suis dit, il faut le dire aux gens parce qu'il faut les prévenir des risques. Après, moi, je suis pour la liberté. Ce n'est pas à moi de leur dire, tu te fais vacciner, tu ne te fais pas vacciner. Mais je veux que la personne, elle sache qu'elle prend tel risque. Si maintenant, elle estime que son état vaut cette prise de risque, elle fait comme elle veut. Tu vois? Est-ce que tu sens quand même qu'il y a un changement de profil des gens qui travaillent dans les labos au moment où tu as commencé et aujourd'hui? Ah, clairement. Au moment où j'ai commencé, il n'y avait pas de service achat. Allez, une dizaine d'années après, là, les services achats ils commençaient vraiment à prendre en charge l'achat de prestataires. Alors, qu'est-ce que c'est le service achat? C'est un service qui gère tous les achats du labo. Donc, tu vas avoir là des gens qui vont acheter, surtout au début, autant les feuilles de papier, les cartouches d'encre et ta prestation statistique à laquelle ils ne comprennent rien. Bon, Donc ça, ah oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de spécialiste parmi ces… Alors, au début, c'était les spécialistes, c'était ton service biométrie, c'est-à-dire ceux qui faisaient les études, c'est eux qui signaient les contrats. Ensuite, tu as beaucoup eu, notamment dans les gros labos, les services achats. Donc, au début, tu avais beaucoup de gens qui n'y connaissaient rien. Après, ça s'est affiné, c'est-à-dire que tes acheteurs, ils étaient vraiment spécialisés dans les études et comprenaient ce qu'ils achetaient. Parce que si tu ne comprends pas ce que tu achètes, déjà que tu ne vas pas pouvoir évaluer le prix, sachant que quand tu fais un devis, par exemple, d'une prise en charge d'un essai clinique, quand tu gères les données, le recueil des données, l'analyse, tu vas faire un devis qui fait 400 lignes. Hein. Tu vas aller, ça peut te coûter 10 000 balles si tu fais que tes stats, comme ça peut te coûter 300 000 euros. Moi, j'ai bossé sur des grosses études qui duraient 3 ans. Tu as des études peut-être que j'ai eu facturer sur 4-5 ans plus de 500 000 euros. Mais tu as des personnes qui bossent presque à temps plein pendant 3 ans. Nous, on avait une boîte, on était reconnus. Tu vois, j'étais pas. D'ailleurs, on était à Toulouse. Et donc, si de Paris, on vient travailler avec toi, c'est que ce n'était pas un gros nul. L'étude sur les bactériophages, c'était un essai européen. C'était la première étude dans les normes sur les bactériophages en Europe, voire même peut-être dans le monde. Et c'est nous qui l'avons eu. C'est moi qui ai fait les discussions avec les gars qui travaillaient dans les hôpitaux, qui étaient responsables. C'était des infections pour manger les infections des gens qui étaient des grands brûlés. Donc, je travaillais avec l'hôpital Percy, l'hôpital militaire. J'ai beaucoup aimé travailler avec ces gens-là. Ce sont des gens brillantissimes. Brillantissimes. Et aujourd'hui, as-tu autant de gens brillantissimes dans ces domaines? Alors, il y avait de plus en plus, on va dire, pour moi, ça perdait en rigueur. Voilà, c'est pour ça que j'ai vendu, parce que ça commençait à me gonfler, on va dire. Voilà. J'avais même mes salariés. Quand tu perds en rigueur, c'est-à-dire… Ça tournait un peu trop marketing, un peu trop pour la vente. Il fallait faire un peu d'enrobage. Et moi, l'enrobage, c'est pas mon truc. Donc, ça commençait à me gonfler. Puis, quand tu es sous-traitant pendant autant d'années, tu es quand même un peu fatigué parce que tu ne fais que ça. Tu bosses comme un âne. Surtout quand tu as ta société à faire tourner. Parce qu'évidemment, tu penses bien que c'est très dur pour rentrer sous-traitant dans un labo. À la moindre truc qui ne va pas, ou même quand ils fusionnent, quand un labo en rachète un autre, tu as par exemple 3 sous-traitants du labo qui rachètent l'autre, et toi, tu es le sous-traitant du labo qui se fait racheter. Ça, c'est ce qui nous est arrivé pour Aventis. Par exemple, on travaille beaucoup pour Aventis. Quand Sanofi a acheté Aventis, c'est devenu Sanofi Aventis, on a travaillé peut-être encore 6 mois, 1 an, on a sauté, parce que Sanofi avait ses propres sous-traitants. Donc, toutes ces… on va dire ces rachats de labos, ces fusions, tu avais des sous-traitants qui fusionnaient et nous, on était un peu les derniers en France
à être un peu seule. Et moi, c'était un risque pour la société, puis pour mes salariés aussi, de ne pas la vendre. Parce que je me suis dit, on va finir par être exclu Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va demander à ces sous-traitants d'être de moins en moins indépendants, en fait, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. Non, non, parce que tu as ces bonnes pratiques cliniques, elles persistent. Hein, il faut qu'elles soient appliquées. Donc, il n'y a pas de raison parce que tu t'appelles Pfizer que tu ne les respectes pas. Que ça soit Tartampion ou Pfizer, les bonnes pratiques cliniques, elles sont en place pour tout le monde. Elles visent à homogénéiser les méthodes de travail. Les documents qui sont rendus pour que les agences de santé aient toujours les mêmes formats, par exemple de rapports cliniques, le même format des fichiers pour t'y retrouver, pour pouvoir reprogrammer des choses. C'est fait pour ça, c'est pour pouvoir assurer la qualité et le contrôle. Donc, quel que soit ton nom, tu dois respecter ces trucs. Tu ne le respectes pas, tu prends un Enfin, tu risque. dois, mais visiblement, ça ne l'est pas toujours. Ben, c'est pas habituel. Voilà, c'est pas habituel. Sinon, Est-ce que on ça peut, aurait eu. est-ce que ça peut ne pas devenir une habitude à l'avenir? Ah ben là, clairement, c'est vers quoi on va. Puisque quand tu as ce McKinsey qui te dit on a mis les vaccins Covid en 9 mois sur le marché, alors, je ne sais plus en combien, en 330 jours, on peut faire mieux, on peut les faire en 100. Ben, quelle est la merde qu'on va avoir au bout de 100 jours? Enfin, on n'est plus dans la science, là. Hein, on est dans du bricolage, on fait Parce trois que merdes, on tu balance et as puis on raison. verra bien. Voilà, on n'est plus dans la rigueur scientifique. Parce que Donc, regarde, tu prends des risques. Donc, si tu visiblement, prends des il y a risques, un derrière, tu as avant. des dégâts. Visiblement, il y a un avant et un après. Puisque, euh, bon, on a fait cette injection, ok. Mais il y a une deuxième qui est arrivée, c'est celle de la variole du singe, qu'on Mmh. a découvert il y a quelques mois, et dont, visiblement, il y a eu déjà un vaccin tout prêt. Oui, Donc visiblement, ça va être la norme. mais ils existaient déjà avant, ces vaccins-là, Ah, variole du ça singe. existait Je n'ai déjà pas beaucoup avant. travaillé, moi, sur ce truc-là. La seule chose que j'ai regardée, quand ils ont parlé du vaccin sur la variole du singe, c'est le plan de gestion des risques. Là-dedans, tu avais des myocardites et tu avais, je crois, des encéphalites, des choses comme ça. Ce qui n'est Donc, pas rien quand même. ben non, alors moi, j'ai partagé, voilà, vous voulez faire la variole du singe, voilà vos risques. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, si tu as envie de conduire sur l'autoroute les yeux fermés à 180, c'est ton problème, du moment que tu ne crosses pas ma route, tu vois. Bon, ben, chacun prend ses risques. Il y a des gens qui font de l'alpinisme, des gens qui sautent en parachute. Tu vois, chacun a sa propre gestion du risque. Moi, voilà, je suis quelqu'un qui évalue mes risques et peut-être à 140, je vais conduire, à 180, peut-être pas. Bon, ben voilà, chacun fait comme il veut. Mais il faut connaître les risques. Et moi, ce que je reproche en fait à l'État, enfin, ou à la communication qui nous a été faite, c'est que jamais on t'a parlé de risque. Voilà. C'est ça qui ne va pas. Donc, des gens, maintenant, ils sont malades. Donc, il faut reconnaître les victimes et il faut les indemniser parce que c'est urgent. Et l'OPEX, donc, qui a fait donc, un rapport, parce que là où ils m'ont auditionné le 5 avril, hein, avec d'autres, hein, avec Verity France, avec Mardoyer, donc, qui a perdu sa femme, a priori de quelque chose qui s'apparenterait à du CrossFit Jacob, on ne sait pas quoi, mais enfin, ça ressemble. Où est mon cycle, Emmanuel Darle et Vincent Pavant qui ont fait une analyse des effets indésirables. Bon, toutes ces auditions ne sont pas rendues publiques. Après, donc le 24 mai, il y a eu des auditions publiques avec Amine Umlil d'ailleurs qui a été très C'est sûr. explicite en termes Et de toi-même, tu as été auditionné au Sénat. oui, mais pas le 24 mai, pas en audition publique. Moi, j'ai eu ma audition le 5 avril et ces auditions sont privées. Donc, ça fait des mois qu'on demande des auditions publiques, qu'elles soient rendues publiques. Il n'y a pas de raison de les garder en privé. Bon, ça, c'est leur Et choix. où Ils ont ça en est? Est-ce qu'il y a un rapport qui a été écrit suite à ces auditions? J'allais y venir. Donc, tu as un premier rapport qui a été écrit au mois de juin, suite aux auditions donc, qui ont commencé fin mars, avril-mai, quoi. Et normalement, il devait y avoir un rapport définitif au mois d'octobre. Donc, en juin, ils ont dit c'est vrai qu'on n'a pas assez communiqué sur les risques, c'est vrai qu'il y a des victimes et qu'il faut les reconnaître. Donc, le rapport d'octobre, on l'attend encore, et la reconnaissance des victimes, ben, visiblement, on l'attend encore, parce que moi, j'ai des gens dans ces associations qui continuent d'agoniser, et tout le monde s'en fout. Bon, au bout d'un moment, je veux dire, voilà, c'est facile. Tu vois, tu as conduit à 140 ou à 150, tu t'es pris une barrière ou je ne sais quoi, tu t'es bousillé la moitié de la bagnole. Bon, ben, c'est un fait. Donc maintenant, tu as des responsabilités à reconnaître, tu as des indemnisations à faire et il faut le faire. Bon, alors après, est-ce qu'il pouvait faire autrement en termes de stratégie d'État ou de raison d'État ou je ne sais quoi?
Ça, c'est pas à moi d'en juger. Tu vois, moi, je juge l'essai clinique, il est pourri. Point barre. Est-ce que, Et ça, c'est mon métier de le faire. bien sûr, est-ce que les injections ont permis de stopper la pandémie? Écoute, moi, pour moi, vu que le critère d'efficacité ne mesure que des symptomatiques, qu'il est complètement biaisé dans l'étude, la vraie efficacité, on aurait pu la mesurer par la sérologie antinucléocapside, qui est un critère. Alors, dans les documents rendus publics, là, sur décision judiciaire, sur procédure aux États-Unis. Donc, la FDA, tous les mois, te rend X documents publics. Là-dedans, tu as des fichiers qui sont des tables qu'on peut importer sur mon logiciel de statistique. J'ai importé ces résultats de sérologie antinucléocapside. Donc, j'ai recalculé. Et si tu avais pris, par exemple, ce critère-là d'efficacité, ton efficacité était plus à 55 qu'à 95. Tu comprends? Mais dès l'instant où tu as un doute sur la qualité des données, puisque tu sais que des effets graves ne sont pas reportés. Tu sais que tu as des mesures qui ne sont pas faites. Est-ce que tu peux avoir confiance dans le moindre résultat de cet essai? Ben non. C'est pour ça qu'il faut des audits. C'est ça qui va te dire telle donnée, elle est fiable, telle donnée, elle est bidon. Parce qu'en fait, tu as des patients qui ont appelé en disant mais je suis malade, il faut que je fasse un test PCR et personne dans le docteur, chez le centre qui le suit n'a jamais rappelé. Donc, il n'a jamais été diagnostiqué Covid alors qu'il l'avait. Tu vois, donc, tu as plein de. Dès l'instant où tu as un doute sur la qualité de tes données, aucun résultat de cet essai n'est fiable. Donc, tu as ce problème-là sur les plus de 65 ans. On analyse en avril 2021 sur les ados et on dit c'est super, les ados ça marche. On analyse ensuite sur les 5-11 ans, on dit c'est fantastique, sur les petits, boum, on vaccine et on te fait toujours le même genre d'analyse sans rajouter des analyses supplémentaires en se disant attention, peut-être les petits, c'est pas tout à fait pareil, il faudrait qu'on fasse un peu différemment. Non, 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 on fait pareil. Et après, on t'analyse les bébés. Tu as des résultats catastrophiques, l'efficacité, elle est 0, double 0, et on te dit c'est super, on va les vacciner. Bon, ben, je veux dire, à ce stade de médiocrité, à un moment, bon, il faut arrêter, quoi. Hein. Bon, je sais. Donc, voilà, c'est là, moi, je pense qu'on en est au stade où les gens ont très bien compris que ce truc ne les empêchait pas d'être malades, ne les empêchait pas de contaminer autour d'eux, et qu'il y avait quand même des effets indésirables qui pouvaient être graves et que si ça tombait sur eux, ça allait quand même leur pourrir leur vie. Donc, moi, je pense que d'eux-mêmes, ils n'iront plus. Moi, je parlais avec des gens qui m'ont dit on peut me faire n'importe quoi, me priver de tout. Il n'est pas question que je me fasse une dose de plus de ce machin. Sûr. Mais Voilà, au bout d'un moment, les gens ne sont pas idiots. Hein. la première fois que, tu vois, que je t'ai eu en interview, je m'as parlé de l'autorisation aux États-Unis des injections pour les 6 mois, 4 ans. Oui. Où est-ce que ça en est en France et plus particulièrement en Europe? Ah ben, écoute, Pardon, vous en êtes en Europe, pardon, et plus particulièrement en France. l'Europe, je crois qu'ils ont donné l'autorisation, il me semble. Hein. Je voulais vérifier ça justement. Écoute, la France, je ne sais pas. C'était justement un point que je voulais vérifier. Le fait est que moi, j'ai fait un mail à l'ANSM hein, quand même, puisque j'avais regardé ces résultats le jour même où ils ont délibéré, parce que les délibérations de la FDA, donc Food Drug Administration, ceux qui donnent l'autorisation, c'est public, c'est-à-dire que tu as une chaîne YouTube où tu as 9 heures ou 8 heures de vidéos de débat, où tu as les labos qui présentent leurs trucs, tu as les gens qui débattent, enfin, ou qui donnent leur autorisation ou pas. Et donc, tu as un mec qui dit, donc, dans ce jury, on va dire, entre guillemets, dans ce comité d'évaluation, tu as un des docteurs qui dit est-ce qu'il faut vacciner 20 millions pour sauver quelques centaines de vies? Ben, a priori, tu te dis tu fais prendre un risque quand même à 20 millions. Ben, c'est pas grave, il a donné l'autorisation quand même, tu vois. Donc en fait, tout ça, ce sont des analyses de risque. Ce sont des analyses de risque. Est-ce que je monte dans un avion qui n'a pas été vérifié depuis un an? Moi, perso, je ne monte pas. Bon, donc l'État, lui, les agences de santé font des analyses de risque, bénéfices-risques. Mais qu'est-ce qui Alors, peut arriver aux 6 mois, 4 ans? Non, mais si tu veux, c'est à partir de combien de dégâts on va estimer que le risque est supérieur au bénéfice. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir beaucoup de dégâts pour les 6 mois, 4 ans? Écoute, je n'ai pas regardé les chiffres de combien l'avait fait. Si tu as les mêmes risques que pour les ados, c'est-à-dire les myocardites, les péricardites et tout, tu prends un risque pour ton bébé, c'est évident. Non. Mais si la mère veut le faire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu comprends? Moi, je ne peux pas dire aux gens, vous faites ou vous ne faites pas, ce n'est pas mon rôle.
Alors, je vais poser la dernière question. Normalement, Mike, une vaccination ou un médicament, c'est avant tout un rapport bénéfice-risque individuel. Bien sûr. Tu comprends? Voilà, on va estimer, toi, tu vas chez ton Toubib, il va te dire non, vous, c'est pas la peine, et la personne derrière toi, il va leur dire, c'est individuel, c'est pas une vaccination de masse par âge, quel que soit ton état, ça n'existe pas. Alors, je vais te poser cette dernière question, ma chère Christine, parce que je sais que ton temps est très précieux. Est-ce que dorénavant, lorsqu'un produit arrivera sur le marché, un nouveau produit pour d'autres maladies, est-ce que là, en tant que professionnel, tu te diras, doit-on avoir confiance dans ce nouveau produit, quel qu'il soit, hein? Ah, forcément. Maintenant, je veux dire, une fois que le doute est jeté, que la porte est ouverte, alors la porte, elle est ouverte à quoi? Ben, elle est ouverte à la fin de la recherche clinique, une recherche clinique, on va dire, digne de ce nom. C'est-à-dire où tu avais des vérifications, des gens sérieux, de la validation, des méthodes. La porte est ouverte. Donc maintenant, les labos, tu as beaucoup de gens qui ne travaillent pas du tout, enfin qui travaillent très bien, et ça va leur porter préjudice à eux aussi, parce que du coup, si d'un côté, tu as un labo qui fourgue un produit en 9 mois sur le marché et que ça leur prend 2 ans, tu penses bien qu'ils vont perdre plein de marchés. C'est problématique, cette porte ouverte. Donc, il faut la fermer. Voilà, il faut la fermer. Et comment la fermer? Ben, c'est facile. Tu arrêtes ces injections, tu fais tes audits et tu dis cette façon de travailler, elle ne convient pas. Point barre. On l'a fait parce qu'il y avait cette pandémie, machin, l'urgence, blablabla. Mais maintenant, on ne va pas tout faire de cette façon parce que on va faire prendre des risques à la population. Et les risques, c'est quoi? Ben, ça va avoir des gens sur le carreau. Certains qui meurent, certains qui ont des vies pourries, qui n'ont plus de vie d'ailleurs, hein, parce que quand tu te traînes du canapé au lit toute la journée, que tu n'as plus d'énergie, que tu vas aux urgences 40 fois parce que tu crois que tu vas mourir, parce que ton cœur, il s'emballe à 160 d'une minute à l'autre alors que tu n'as rien fait, bon, tu te dis, bon, ta vie, elle est pourrie. Donc, est-ce que c'est la bonne façon de faire? Moi, je dis non. C'est pas comme ça qu'on a travaillé pendant 30 ans. Si on a mis toutes ces règles, c'est bien parce qu'elles servaient à quelque chose. Et du jour au lendemain, oh, ben, les règles, elles ne servent plus à rien, on ne les suit plus. Bon, ben alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à déréguler la vitesse sur les autoroutes. On enlève les stops, les feux rouges et machin, et puis tu laisses les gens faire, et puis on va voir ce que ça fait. Et quand tu auras des cartons partout, des morts sur la route, on dira, oh là là, mince, il faut remettre la... Tu vois, c'est pareil en fait, c'est pareil. Là, c'est ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que massivement, ces règles ne sont pas suivies. Forcément, ça te met une saloperie sur le marché. Moi, pour moi, ce produit est totalement inefficace et il est toxique. Alors qu'il soit toxique parce qu'il y a des contaminations de métal, de graphène, de bactéries, de je ne sais quoi, il est toxique. Pas pour tout le monde, pour certains. Et le fait est que tu l'observes. Ça existe. Donc, on va arrêter de dire que ça n'existe pas, que ces gens sont des fous, et on va les prendre en charge. Donc, je veux dire, à un moment, ça se fera. Mais pour eux, si tu veux, pourquoi je bataille? Parce que pour eux, c'est urgent. Donc, voilà, c'est exactement, c'est cette comparaison. Voilà, tu enlèves les feux rouges, les stops, et tu dérégules la vitesse. Et tu vois ce que ça fait. Merci beaucoup, chère Christine. Voilà, alors, cette vidéo, vous l'avez vue en direct sur YouTube, elle sera mise en privé et sur une autre plateforme, parce que voilà, comme je vous l'ai dit au début, YouTube va forcément censurer, parce qu'on a dit des choses qui ne se disent nulle part, et Christine dit des choses qu'elle dit, il faut que très peu disent, et ce sont des choses qui sont fiables, parce que Christine, voilà, il faut dire les choses, elle est une référence dans le domaine. Donc, on vous enverra sur les réseaux sociaux les liens où il faudra aller. Merci beaucoup encore à toi, chère Christine, d'avoir passé 1h15 ensemble. Et surtout, chère Christine, fais attention à toi. Nous avons besoin de toi. Ben écoute, si demain tu me retrouves noyé, tu te diras qu'il y a un petit problème statistiquement, tu vois, la probabilité que je me noie ou que je tombe du toit, elle est quand même faible, parce que bon, tu as vu que je n'étais pas quelqu'un de risqué, donc a priori, je ne compte pas monter sur mon toit. Donc écoute, voilà. Merci beaucoup, chère Christine. On verra. Allez, passez tous une excellente journée. Salut, ciao. Ciao.